J'ai toujours cru qu'on finirait ensemble, autour d'une table pleine, à partager la dinde qu'est les souvenirs. Je pensais que 70 Noëls passaient à pétrir, à nourrir, à chérir suffirait à garder une place pour moi. Mais cette année-là, tout ce que j'ai reçu, c'était un simple message. On ira chez les parents de Philippe cette année, vous comprenez. N'est-ce pas? Aucun appel, aucune voix, juste ces mots-là, suivis d'un emoji en forme de sapin, froid comme la neige sur les remparts de Carcassonne. Je m'appelle Colette Martin, j'ai 70 ans, et toute ma vie, j'ai fait du pain, des bûches et des croissants pour les autres. J'ai commencé toute jeune dans la boulangerie de mon père, puis je l'ai reprise après son décès. J'y ai élevé ma fille Isabelle, seule. Après la mort soudaine de mon mari Michel, chaque matin, je me levais avant le soleil pour allumer le four à bois, pendant qu'Isabelle dormait encore, la tête enfouie dans son oreiller en forme de nuage. Pendant 35 ans, mes mains ont connu la chaleur des fours et le froid des mois sans congé. Je n'ai jamais compté mes heures, ni mes sacrifices. J'ai tout donné à ma fille, parce que je pensais qu'on bâtissait quelque chose ensemble. Une maison, une mémoire, une lignée. Et puis voilà, une simple message. Une annulation sans émotion, sans explication. Et cette phrase, vous comprenez, n'est-ce pas vrai? Mais non, je ne comprenais pas. Pas après tout ça. Pas après avoir cuisiné cette dinde rôtie que j'avais laissée à mariner toute une nuit. Pas après avoir préparé la bûche au chocolat noir que Léa, ma petite fille, aimait tant. Pas après avoir dressé la table avec les serviettes rouges brodées que Michel m'avait offertes lors de notre dernier Noël ensemble. Je me suis assise devant cette table, 6 chaises vides. Le rôti refroidissait lentement sous le poids du silence. Les bougies brûlaient pour personne. Et dans le fond de la maison, le vieux tourne-disque diffusait encore les chants de Tino Rossi. J'ai attendu 10 minutes, 30, 1 heure. Je savais qu'il ne viendrait pas, mais une partie de moi espérait qu'ils se rendraient compte de leur oubli, qu'ils rebrousseraient chemin. Mais non, ce soir-là, j'ai dîné seule, une tranche de dinde à peine touchée, un verre de vin à moitié plein, le cœur en miettes. Je ne pleure pas facilement. Mais ce soir-là, les larmes ont coulé sans que je m'en rende compte. Salée, chaude, mêlée au goût du silence. C'est dans cette solitude glaciale que j'ai compris quelque chose. Si je ne comptais pas pour eux ce soir, alors depuis combien de temps ne comptais-je plus? Depuis quand étais-je devenue invisible? Une présence utile mais dispensable. Alors j'ai décidé, assez de me justifier, de me faire petite, de trouver des excuses aux absences, aux oublis, au silence. Assez de croire que l'amour se prouve par la générosité unilatérale. Ce Noël-là, j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance, et que si je voulais me respecter encore un peu, il fallait que j'agisse. J'ai commencé par ressortir tous les relevés bancaires, les virements automatiques, les aides versées sans qu'on ne me les demande vraiment. J'ai noté sur une feuille tout ce que j'avais donné au fil des années. Non pas pour réclamer quoi que ce soit, mais pour me rendre visible à moi-même, pour constater l'ampleur du don. Puis j'ai écrit une autre liste. Elle s'intitulait simplement « Ce que je ne ferai plus ». Et tout en bas, j'ai ajouté « M'excuser d'exister ». C'est à ce moment-là que tout a commencé. Mon vrai Noël. Pas celui avec les guirlandes et les photos sur les réseaux sociaux, mais celui d'une femme qui se relève, qui décide de ne plus attendre, de ne plus quémander une place à sa propre table. Cette femme, c'était moi. Et cette fois, j'allais m'inviter dans ma propre vie. Pendant longtemps, ma vie s'est résumée à l'odeur de la levure et à la poussière de farine sur mes poignets. Le matin, je me réveillais bien avant le chant des oiseaux, dans ce froid humide que seuls les boulangers connaissent.
Je descendais dans la boutique familiale, j'enfilais mon tablier encore tiède de la veille et je lançais le four à bois. La pâte, je la sentais sous mes doigts, comme une matière vivante. Je la pétrissais à la main, sans machine, en suivant les gestes que mon père m'avait appris, les gestes qu'il avait eux-mêmes hérités de son propre père. C'était une danse silencieuse, un échange discret entre la farine. L'eau et mes mains fatiguées, j'ai fait ça chaque jour pendant plus de 30 ans. Sans congé, sans plainte, silence. Tout ça pour Isabelle. Elle avait 3 ans quand Michel est parti. Au matin, une douleur au thorax, un souffle court. Et en moins d'1 heure, je me suis retrouvée veuve avec une enfant, un four encore chaud, et la caisse du jour à vider toute seule. Je n'ai pas eu le luxe du deuil. Il fallait survivre. Alors j'ai serré les dents, et je me suis mise à faire encore plus de brioches, de pain de campagne, de gâteaux roulés à la confiture. Isabelle n'a jamais manqué de rien. Je voulais qu'elle eût une enfance douce, même si la mienne s'effritait à chaque patte levée. J'ai payé ses cours de violon, ses colonies de vacances, son premier ordinateur. Et quand elle a voulu partir à Toulouse pour ses études, je lui ai dit oui, même si ça voulait dire doubler les fournées pour couvrir le loyer. Et puis est venu Philippe, son mari. Il n'a jamais été méchant, juste lisse. Il avait ce sourire poli des hommes qui parlent beaucoup mais n'écoutent jamais. Quand il m'a demandé un prêt pour acheter seule sa première voiture, j'ai signé le chèque sans poser de questions. Diète, je me souviens de chaque centime. Quand Isabelle m'a dit qu'ils avaient besoin d'aide pour leur premier appartement, j'ai payé 6 mois de loyer d'avance. Douane, €. Je l'ai fait avec joie, avec amour. Puis sont venus les petits-enfants. 3 trésors que j'ai bercés, gardés, nourrissent, aimés. Pour eux aussi, j'ai donné. Chèque, 1000 € par an et par enfant pour leurs écoles privées. Parce que le public, ça devient compliqué. J'ai payé le gymnase pour Léa, les cours de piano pour Bastien, les livres d'histoire pour Camille. J'ai même pris en charge le prêt immobilier de leur maison. 900 € par mois pendant 8 ans. Et chaque mois, je versais aussi 150 € pour l'assurance auto. Sans compter les colis de nourriture, les boîtes de confiture maison, les cadeaux d'anniversaire, les chèques glissés discrètement dans les cartes de vœux. Quand j'ai tout additionné, un soir d'insomnie après ce fameux Noël oublié, j'ai eu le souffle coupé. Près de 130. L'huile rose en 20 ans. 130 000. C'était plus que le prix de la boulangerie à l'époque. Plus que ce que Michel et moi avions jamais gagné en 2 ans de travail. Et pourtant, je ne leur ai jamais demandé de me rembourser. Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Je ne voulais ni reconnaissance ni médaille. Tout ce que je souhaitais, c'était un repas de fin d'année. Une table garnie, des rires d'enfants. Une tranche de bûche partagée avec ceux que j'aimais. Juste ça. Une place. Une présence. Mais même ça, on me l'a refusé. J'ai longtemps cru que donner, c'était aimer. Que tout ce que je versais, en argent comme en temps, me revenait sous forme d'attachement. Je croyais que les tartes que je cuisinais, les trajets que je faisais, les comptes que je payais étaient comme des fils invisibles qui nous reliaient. Mais ce Noël-là, j'ai compris que j'étais la seule à tenir ces fils. Eux, ils les avaient laissés tomber depuis longtemps. Je me souviens m'être assise dans la cuisine, après avoir vidé la dernière bouteille de vin, seule, avec une assiette encore tiède de dinde farcie. J'ai regardé mes mains. Elles étaient encore tachées de sucre glace, ridées, ousaient, maïs vivantes. Et je me suis dit, ça suffit. Pas de colère, pas de vengeance, juste un constat calme et triste. J'ai donné trop, un silence. Et ce silence, ils l'ont pris pour de l'oubli. Alors que moi, je me souvenais de tout. Je me souviens de cette veille de Noël comme d'une plaie ouverte. J'avais passé toute la journée à préparer le dîner.
Une dinde rôtie au citron, confit et aux herbes de mon jardin. Une bûche de Noël roulée aux pralines et maison. Les petits pains individuels marqués d'une croix, juste comme Michel les aimait. J'avais même sorti le vieux service de table en porcelaine, celui qu'on n'utilisait que pour les grandes occasions. La nappe blanche repassée, les bougies rouges prêtes à être allumées, les 6 chaises autour de la table, une pour moi, les 5 autres pour Isabelle, Philippe, Léa et les 2 jumeaux, vers 17 heures. Mon téléphone a vibré. C'était un message, une seule ligne, pas même un appel. On ne viendra pas, finalement. On passe chez les parents de Philippe cette année. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette phrase m'a figée, comme si l'on me demandait de consentir à mon propre effacement. Comme si c'était évident que je ne comptais plus. Je suis restée là, debout dans ma cuisine, une cuillère en bois à la main, le cœur vide. Je n'ai pas répondu. Je n'aurais pas su quoi écrire. Plus tard, dans un mélange de réflexes stupides et de curiosité blessée, j'ai ouvert Instagram. Et là, bien sûr, les photos. Isabelle souriante, assise devant une table joliment dressée dans un salon que je ne connaissais pas. Philippe tenant une tarte tatin en l'air, avec cette légende. La tradition de Noël dans la famille. La tradition de Noël. La tarte tatin. La mienne. Celle que j'ai faite chaque année depuis qu'Isabelle avait 5 ans. Celle que Michel adorait tiède avec une boule de glace. La tradition. C'était moi. Et maintenant, même ça, on me l'avait prise. J'ai regardé ma dinde, mes bougies, ma nappée. Tout semblait si ridicule, si déplacé, comme les décorations d'un théâtre abandonné. Je me suis assise seule à cette grande table, dans le silence. J'ai versé un verre de vin. J'ai mangé une cuisse de dinde, sans goût, sans faim. Et puis, j'ai éteint les bougies. Un clé des bougies, une à une. Il ne restait que le froid et le vide. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé et quelque chose d'autre s'est réveillé. Je suis allée dans le bureau. J'ai ouvert le tiroir de gauche où je garde tous les relevés bancaires. J'ai imprimé les historiques de virement, le loyer, le prêt de la voiture, les assurances, les frais de scolarité, les virements mensuels pour aider un peu, tout noir sur blanc. Des milliers d'euros étalés sur des années. Je les ai triés, classés, et j'ai pris une grande feuille sur laquelle j'ai écrit en majuscules ce que je ne ferai plus. Je ne paierai plus leur assurance. Je ne couvrirai plus leurs frais de scolarité. Je ne cuisinerai plus pour des absents. Je ne me justifierai plus pour exister. C'était la première fois depuis très longtemps que je posais mes limites. Ce simple geste, faire une liste, m'a rendu étrangement lucide. J'avais passé ma vie à vouloir être utile, aimer pour ce que je donnais, pour la chaleur de mes plats, pour les colis que j'envoyais, pour les chéquiers que j'ouvrais sans qu'on le demande. Mais la vérité était là, crue, sous mes yeux. J'avais été remplacée, déplacée, rendue invisible. Et le pire, c'est que je m'y étais habituée. Le lendemain matin, à la première heure, je suis allée à la banque. L'air était froid, mais mes pas étaient sûrs. J'ai demandé à parler à Monsieur Dupont, le responsable des comptes. Il me connaissait bien. Je lui offrais chaque année une boîte de sablé maison. Il m'a accueilli avec ce sourire un peu inquiet que les gens adoptent quand ils sentent qu'on vient couper quelque chose. Je lui ai tendu les papiers. J'aimerais suspendre tous les virements automatiques liés à ma fille, cette la famille, tous. Il a relevé les yeux. Vous êtes sûre, Madame Martin? J'ai hoché la tête, plus sûr que jamais. Il a imprimé les documents, m'a tendu le stylo. Et là, en signant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement.
comme si je venais de couper une corde que je traînais à mon cou depuis trop longtemps. Une corde tressée de devoirs, de silence et de déception. Je suis rentrée chez moi plus légère. J'ai regardé la table encore dressée de la veille. J'ai ôté la nappe, rangé les bougies, découpé la dinde en parts que j'ai congelées. Je n'ai pas pleuré, j'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais choisi pour moi, et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. 2 jours après ce Noël silencieux, alors que je finissais de ranger les dernières décorations, j'ai entendu frapper à la porte. Un coup léger, hésitant. J'ai cru d'abord à un voisin, ou peut-être au facteur. Mais en ouvrant, je l'ai vue Léa, ma petite fille de 16 ans, les joues rougies par le froid, tenant un plat recouvert d'un torchon à carreaux. Elle m'a souri, un peu timidement, comme si elle n'était pas certaine d'être la bienvenue. « C'est moi, mamie. » J'ai fait une tarte au citron, toute seule. Je suis restée là, figée quelques secondes. Dans sa voix, il y avait quelque chose de sincère. D'enfantin, elle est entrée sans attendre. Comme on revient chez soi après une longue absence. J'ai refermé la porte doucement, le cœur battant, dans la cuisine. Elle a déposé la tarte sur la table. Elle était simple, un peu irrégulière, mais dorée juste comme il faut. Léa a enlevé son manteau et s'est assise, les yeux un peu brillants. « Je suis désolée, mamie, pour le message. C'est maman qui l'a écrit. Moi, je voulais venir, vraiment. » Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai sorti les assiettes, les fourchettes à dessert. Et puis, sans un mot, j'ai ouvert le frigo et ressorti les restes de la bûche de Noël. Léa a ri doucement. « Tu fais toujours trop, même quand tu penses être seule. » Nous avons mangé en silence d'abord. La tarte était acide, sucrée, pleine de maladresse et d'intention. Elle avait le goût du lien. Puis, peu à peu, les mots sont venus. Elle m'a parlé de ses études, de ses cours de philo, de ses envies d'apprendre l'italien, de son rêve d'aller un jour à Rome, voir la fontaine de Trévi. Je l'ai écoutée, émue. Je ne savais plus que Léa aimait la poésie, qu'elle écrivait parfois dans un petit carnet à spirale. Elle m'a récité un bout de Verlaine qu'elle connaissait par cœur, puis m'a demandé si je me souvenais des histoires que je lui racontais quand elle était petite. Celle avec le boulanger qui parlait aux étoiles. Tu te rappelles? Je m'en souvenais. Michel l'avait inventé un soir d'hiver, quand Léa avait 4 ans et ne voulait pas dormir. Un petit boulanger qui faisait son pain en écoutant le ciel lui chuchoter des secrets. À ce souvenir, une chaleur m'a envahi. Michel, mon Michel. Il aurait été si fier de voir Léa grandir ainsi. Sensible, attentive, différente. Elle a remarqué les papiers sur la table. Les transferts bancaires, la liste des « je ne ferai plus ». Tu as arrêté, pour de vrai. J'ai hoché la tête. Léa n'a pas posé de questions. Elle a simplement dit « Tu as raison. Mamie, tu existes pour plus que ça. » Nous avons continué à parler, jusqu'à ce que la lumière baisse doucement à travers les rideaux. Elle m'a aidé à ranger, à passer un coup de balai sans que je le demande. Puis m'a tendu une enveloppe. C'est une photo. Je l'ai trouvée dans la boîte à souvenirs. Toi et Pape Michel, devant le four à boire. Je l'ai ouverte et mes yeux se sont brouillés. Nous étions jeunes, les joues enfarinées, le rire suspendu au coin des lèvres. Je portais mon tablier bleu ciel. Il me regardait comme si j'étais la seule chose stable dans un monde instable. Cette photo, Léa l'avait choisie, encadrée et inscrite au dos. Merci d'avoir tout transmis. Même ce qu'on n'a pas encore compris. Elle est restée dîner ce soir-là. Nous avons réchauffé les restes. Boudouté au jasmine. Feuillette un album photo jauni. Elle m'a demandé si je pouvais lui apprendre à faire des madeleines. J'ai promis quand elle est partie. Le vent s'était levé, mais je ne sentais plus le froid. Léa m'a embrassée sur la joue, doucement,
puis m'a dit « Je reviendrai, mamie, pas seulement à Noël ». En refermant la porte derrière elle, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé tant d'années à attendre d'être reconnue, appréciée, intégrée. Et voilà qu'en un après-midi, un geste, un gâteau au citron, un regard sincère venait de tout changer. Je n'étais pas une ombre dans le décor familial. Pas pour tout le monde. Pour Léa, j'étais encore une lumière, une mémoire vivante, une racine. Ce soir-là, en me couchant, j'ai murmuré un merci sans bruit. À la vie, à Michel, à cette enfant devenue jeune femme, qui m'avait tendu la main sans que je le demande. J'avais cru que Noël était fini, mais peut-être qu'un nouveau venait juste de commencer. Quand janvier est arrivé, je n'avais plus envie de faire semblant. J'ai attendu les premiers se relever de compte. J'ai épluché chaque ligne, chaque virement automatique qui partait chaque mois sans que personne ne le remarque. Et puis, un matin froid m'éclaire. Je suis allée à la banque. Élise, ma conseillère depuis plus de 15 ans, m'a accueillie avec son sourire toujours poli. Je lui ai montré la liste que j'avais rédigée à la main, noir sur blanc. Prélèvement crédit maison. Isabelle, à suspendre. Virement mensuel pour Philippe, à annuler. Paiement assurance voiture, à stopper. Elle a levé les yeux vers moi, un instant silencieuse. Vous êtes sûre, Madame Martin? J'ai hoché la tête, plus que jamais. Elle n'a rien dit de plus, s'est mise à cliquer sur son clavier avec efficacité. Monsieur Dupont, le directeur, est passé nous saluer. Lui aussi savait, tout le monde savait, sans jamais le dire, que j'étais de ces femmes qui donnent sans jamais compter, qui disent oui, oui, quand elles voudraient pleurer, qui remplissent que les assiettes et paient les factures pendant que les autres oublient même de dire merci. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez Maître Bernard, notaire à la retraite mais encore bien alerte. Je lui ai expliqué mon projet. Créer un fonds fiduciaire pour Léa. Pas un don immédiat. Non, un plan à long terme. Une bourse personnelle. Avec des versements progressifs selon des étapes. Son bac. Sa première année d'université. Un projet de stage à l'étranger. Et si un jour elle refusait ce legs, alors les fonds seraient reversés à une association pour l'éducation des jeunes filles isolées. J'ai insisté sur ce point. Personne d'autre ne doit pouvoir le réclamer. Maître, pas même sa mère. Il a souri doucement. Vous avez beaucoup réfléchi. Non, j'ai beaucoup ressenti. C'est différent. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était Isabelle. Sa voix sonnait sèche, pressée. Maman, j'ai reçu une alerte de la banque. Tu as suspendu le paiement du prêt immobilier. Je me suis adossée à la chaise. Calme. Oui, un silence. Puis sa voix a changé de ton. Plus aiguë, plus accusatrice. Tu n'aurais pas pu m'en parler d'abord. Tu sais que c'est compliqué en ce moment. Philippe a des soucis au travail. Et puis, c'est peut-être un bug de la banque. Je me suis contentée d'une réponse simple. Non, ce n'est pas un bug. Et tu le sais. Elle a soupiré bruyamment. Puis, à mi-voix, comme si les mots la brûlaient. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que je t'ai traité comme un porte-monnaie. Tu ne fais que t'en rendre compte maintenant. Elle n'a rien répondu. Et moi, je n'ai pas rempli le silence. C'était à elle de le faire, si elle le voulait. Le surlendemain, Philippe a appelé à son tour. Direct, pratique, sans détour. « Salut maman, je vois que t'as arrêté les virements. T'aurais pu prévenir. Au moins, il y a des échéances qui tombent. » Aucune mention de Noël. Aucune question sur ma santé. Rien. Je croyais que t'étais à l'aise. Toi, pourquoi t'arrêtes d'un coup? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. Je lui ai simplement Je suis là. Philippe, mais plus comme avant.
Un silence sec de l'autre côté. Puis une excuse mal déguisée. C'est pas contre toi. Juste, t'es un peu susceptible. Parfois, je n'ai même pas eu le courage de répondre. J'ai raccroché doucement. Ce soir-là, j'ai pris un thé au jasmin, allumé une bougie et relu le dossier que Maître Bernard m'avait remis. Tout était clair. Les termes étaient solides. Aucun recours possible. J'avais tracé une ligne, non pas pour me venger, mais pour me protéger, pour ne plus être utilisée sans amour. Léa est revenue ce week-end là. Elle n'a rien demandé. Elle a juste apporté un petit pot de confiture maison et un livre de poésie qu'elle voulait partager. Elle a aidé à décrocher les dernières décorations de Noël, à plier les guirlandes, à ranger les boules dans leur boîte en carton. Elle a chantonné en balayant les aiguilles de sapin sur le parquet, comme si de rien n'était. Et pourtant, tout était différent. Je l'ai regardée et j'ai su que ma décision était juste, qu'il ne fallait plus nourrir l'illusion d'un amour qui ne respecte pas, que la tendresse authentique ne s'achète pas avec des virements bancaires. En refermant la porte ce soir-là, j'ai souri. Il faisait froid dehors, mais pour une fois, chez moi, il faisait doux. C'est un email qui est arrivé un matin de mars, entre 2 publicités pour des chaussures et une facture d'eau. L'objet disait simplement « Je suis désolée ». Maman, c'était d'Isabelle. Je n'ai pas cliqué tout de suite. J'ai bu mon thé, arrosé les pensées sur le balcon, puis je me suis assise devant l'écran, les mains calmes. Elle écrivait qu'elle avait réfléchi, qu'elle se rendait compte de m'avoir reléguée au second plan, et que Léa lui avait parlé de la tarte au citron. Elle écrivait qu'elle voulait recommencer, qu'on pourrait se revoir, si tu veux. Et elle a terminé par « Tu restes ma mère, et je t'aime ». Je suis restée longtemps face à ces mots. Je les ai lus 1 fois, 2 fois, et j'ai senti quelque chose s'ouvrir. Oui, mais doucement, pas comme une porte qu'on pousse à la hâte, plutôt comme un battant entrouvert par précaution, pour voir s'il y a encore de l'air pur de l'autre côté. J'ai répondu le lendemain. Simplement, je suis là, mais plus comme avant. Si tu veux me voir, ce sera dans un lieu neutre, à heure fixe, et sans promesse que tout redevienne comme avant. Je ne veux plus disparaître derrière ton confort. J'ai appuyé sur envoyer et c'est tout. Je n'ai pas attendu une réponse. Quelques jours plus tard, un colis est arrivé. Une panière garnie, signé Philippe. Des danses. Il y avait un coq au vin sous vide, une baguette rustique, un pot de moutarde artisanale et une carte sur laquelle il avait écrit « On pense à toi. Joyeuse Pâques », sans un mot sur Noël, sans un mot sur ce qui avait été dit ou pas dit. C'était un geste, un essai. Peut-être, je l'ai rangé au frigo, puis je l'ai oublié. Je n'étais pas prête à transformer un colis en pardon, ni à réchauffer une tendresse qui n'avait jamais été vraiment servie. Léa, elle, n'a jamais cessé de venir. Elle arrive chaque samedi, souvent avec un petit sac dans lequel il y a un livre, un bouquet ou une idée à partager. Une fois, elle a accroché des guirlandes en papier dans le salon. Une autre fois, elle m'a montré comment faire des cookies au beurre salé. C'est elle qui a enlevé les décorations de Noël qu'on n'avait pas utilisées, en chantant doucement une chanson de Michel Berger. Léa ne me promet rien. Elle est là. Elle écoute. Elle raconte. Elle coupe les pommes avec soin, comme je le faisais avec Michel. Elle est jeune, vive, pleine d'élan, mais elle prend le temps d'être avec moi. Vraiment. Un jour, elle m'a tendu une carte qu'elle avait faite à la main, une feuille cartonnée, un dessin d'oiseau sur une branche. À l'intérieur, il y avait ces mots. Merci de m'apprendre à ne pas oublier. J'ai senti mes yeux picoter, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré la carte contre moi, comme on tient quelque chose qu'on croyait perdu et qu'on retrouve un peu différent, mais intact. Ce soir-là, j'ai pris un cahier à couverture bleue.
celui que Michel m'avait offert pour mes 60 ans. Et j'ai écrit une lettre, pas à Isabelle, pas à Philippe, à Léa. Je lui ai écrit que je croyais encore en elle, que je ne lui demandais rien d'autre que de rester vraie, que je ne voulais pas qu'elle porte le poids des manquements des autres, que mon amour n'était pas une dette, ni un contrat, mais une semence libre, et que je serais toujours là, en arrière-plan, pas comme un décor, mais comme une lueur. J'ai terminé par ces mots. Tu es le présent qui fait que mon passé ne me pèse plus. Le lendemain, je lui ai donné la lettre. Elle ne l'a pas lue tout de suite. Elle l'a glissée dans sa veste, m'a regardée et m'attendait, je la lirai ce soir, avec un thé. Et je penserai à toi. Et moi, je me suis dit qu'il n'y avait plus besoin de grande réconciliation, ni de confrontation finale. Les choses changent quand on change les contours qu'on accepte de dessiner. La porte est entr'ouverte. Peut-être, mais cette fois, c'est moi qui tiens la poignée. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé cette nouvelle liste. Peut-être un matin où la maison était calme. Le soleil filtrait à travers les voilages et l'eau pour le thé frémissait doucement. J'ai simplement pris un stylo bleu et j'ai écrit en haut d'une feuille vierge, ce que je ferai à partir de maintenant, rien de spectaculaire, juste des choses à moi. Rien à moi, à ma mesure, à mon rythme, des promesses douces, discrètes, mais tenaces. La première ligne, c'était boire du thé à la fleur de mauve chaque matin, même quand il pleut. Ensuite, acheter un petit gâteau à la boulangerie chaque dimanche, juste pour moi, même si ce n'est pas une occasion spéciale. Puis, lire les livres que j'ai toujours horreur posés, Ponales ou Lavroirnir, et relire ceux qui m'ont tenu debout. Je ne veux plus me réveiller en espérant un message, une visite, une preuve que j'existe pour quelqu'un. J'existe, je me vois, et je suis capable d'habiter mes jours sans attendre qu'on m'envoie une invitation à les vivre. Ce matin encore, j'ai cueilli 3 fleurs de mon jardin, les ai posées dans un petit vase en faïence que j'avais oublié. Elles m'ont souri, c'était suffisant. J'ai rangé les boîtes de décoration de Noël que je gardais au cas où. J'ai trié les assiettes en porcelaine que je n'osais pas utiliser sans invité. Et ce soir-là, j'ai mangé un gratin dauphinois sur une de ces assiettes, en souriant. J'ai arrêté de me demander « Et s'il venait un jour ?» Parce que ce jour n'a jamais été promis. Et attendre indéfiniment, c'est une façon très lente de s'effacer. J'ai aussi changé la nappe du salon. J'ai choisi une couleur vive, un jaune moutarde un peu osé. C'est Geneviève qui m'a dit en riant « Enfin, du soleil sur cette table. » Elle vient maintenant tous les jeudis après-midi. On joue parfois au Scrabble. On parle du temps, de nos souvenirs. On échange des recettes. C'est simple, c'est vrai. Léa, elle, reste fidèle à ses samedis. Elle arrive avec son sac et son sourire. Elle me raconte ses petits combats, ses doutes, ses envies. Elle est jeune, mais elle a cette lucidité que peu d'adultes possèdent. Elle ne cherche pas à réparer ce que d'autres ont cassé. Elle construit quelque chose de neuf, pierre après pierre. Et moi, je l'aide, quand je peux, à poser les fondations. Elle m'a demandé un jour, « Mamie, tu crois que c'est égoïste de ne pas vouloir tout pardonner ?» J'ai répondu sans hésiter. « Non, ce qui est égoïste, c'est d'exiger qu'on le fasse sans avoir changé. » Elle a hoché la tête. Puis, elle a repris une madeleine. J'ai relu quelques lettres de Michel. Il avait cette écriture penchée. C'est ton juste entre la tendresse et l'école pudeur. Dans une d'elles, il m'écrivait un jour. Quand tout semblera flou, appuie-toi sur toi-même. Tu es plus solide que tu ne le crois. J'ai souri. Il avait raison. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais aujourd'hui, je le sais. Je ne suis pas l'ombre d'une mère ou d'une grand-mère. Je suis Colette. Je suis femme. Vivante. Debout.
Et puis il y a ce manteau, le vieux manteau de laine grise de Michel. Il le mettait chaque hiver, surtout pour aller au marché. Je l'ai retrouvé au fond d'un placard, protégé par une housse. Il sentait encore un peu la lavande. Je l'ai secoué, l'ai passé sur mes épaules. Il était trop grand, bien sûr, mais il me réchauffait, comme une étreinte ancienne, une tacte. Ce matin-là, je l'ai porté pour aller jusqu'au balcon. Le ciel était couvert, la brume s'accrochait aux pierres de la cité. Les toits luisaient d'une humidité discrète, et les mouettes tournoyaient lentement. Je suis restée là, debout, les mains dans les poches du manteau. Je n'attendais plus rien, et c'était bon. Il n'y avait plus de douleur, seulement une respiration apaisée, une manière d'être là, dans le monde, sans blessure fraîche. J'avais été mise de côté, j'avais été oubliée, mais je m'étais retrouvée. Je n'ai pas besoin qu'on remplisse les chaises vides. J'ai appris à ne plus les compter, à ne pas chercher à qui manque-t-il, mais à qui est là. Et moi, je suis là, avec ma tasse de thé, avec mon vieux manteau, avec mes choix. La liste est là, toujours sur la table. Je l'ai enrichie, à l'heure à la mer une fois par mois, planter des jacinthes au printemps, offrir des livres aux enfants du voisinage, et ne plus jamais m'excuser d'exister trop doucement.